Salut chers téléspectateurs d'Isakaza. Isakaza toujours contesté mais jamais égalé. Pour le moment, les cessez-le-feu ne fonctionnent pas au télé. Voilà la situation du télé. Pour le moment, les forces de l'armée de la République démocratique du Congo s'affrontent pour le moment avec les M23. Après quelques jours d'accalmie, les hostilités ont repris dans les plusieurs zones. Dans la communiqué publié ce mardi, les M23 dénoncent avec fermeté les drones qui les bombardent, les attaques de la force coalisée de la régime de Kinshasa, comme précise le chef des opérations des M23 et le porte-parole de l'organisation, monsieur Laurence Kanyuka. Luchulo et les autres sites d'affrontement sont comme ça. Selon les premières informations, les hostilités ont commencé dans la nuit du dimanche à lundi et à la suite d'une opération militaire des AFC, des tirs de l'arme lourde et des explosions de buts ont été entendus jusque dans la matinée à une quinzaine de kilomètres du centre de Kichanga. Les rebelles poursuivent leurs opérations dans Kinyakuku et plusieurs villages environnants visant à neutraliser les Wazalendo encore présents dans la région. L'accès aux champs périphériques d'Okichanga, notamment sur l'axe Bukombo, est désormais impossible et les violences s'entendent aux limites des chefferies de Bachali et Buiton. Les activités agricoles restent paralysées dans la région, y compris à Kaimba, localité voisine également touchée par ces affrontements. Ce type de violence est récurrent dans le groupement de Bukombo et les Wazalendo restent aux attaques de la FCM 23. Salive après quelques jours d'accalmie, les hostilités ont repris dans les plusieurs zones du côté de l'armée congolaise. L'armée congolaise acquise dans une communiqué du 8 novembre, les rebelles du M23 et les guerriers du M23 au sud du Kivu, Kitwirouanero, d'avoir mené plusieurs attaques contre des positions dans le nord et dans le sud du Kivu. Selon le général Sylvain Ekenge et Bomsa, porte-parole de l'armée, ces offensifs interviennent en dépit des engagements de cessation des hostilités imposés par la communauté internationale. Aux M23, les M23 dénoncent avec fermeté les attaques incessantes par les drones et les Sukhoi 25 menées par les forces coalisées de la régime de Kinshasa. Voilà ce qui se passe là-bas. On va vous donner les autres informations et les autres actualités après la documentation de la situation de Kigali. Lorsque la Banque nationale du Rwanda, la BNR, annonce avec fierté la mise sur le marché d'obligations d'État d'un montant de 10 milliards de francs rwandais, beaucoup y voient une démarche classique de financement interne. Mais derrière cette façade technique se cache un aveu. Le régime de Paul Kagame, longtemps dépendant des aides extérieures, cherche désormais à ponctionner l'épargne nationale pour combler un gouffre budgétaire qui s'élargit mois après mois. Ce gouffre, c'est celui d'un État surmilitarisé, engagé dans des guerres extérieures coûteuses, tout en maintenant un appareil de propagande et de contrôle social d'une ampleur inédite en Afrique de l'Est. Depuis 2022, les opérations militaires du Rwanda dans l'Est du Congo ont englouti des milliards. Les troupes déployées, les matériels de guerre modernes, la logistique, la formation des supplétifs du M23, tout cela pèse lourd sur un budget national déjà exigu. Officiellement, Kigali nie toute implication. Officieusement, les rapports de ses propres institutions financières montrent une contraction des marges budgétaires, une dépendance accrue aux recettes non fiscales et surtout une explosion de la dette publique. Or, que fait un État lorsque ses caisses se vident? Il emprunte. Mais le Rwanda n'emprunte plus avec la même aisance qu'autrefois. Les bailleurs occidentaux, jadis séduits par le miracle rwandais,
se montrent désormais prudents, voire méfiants. Les États-Unis, le Royaume-Uni et même la Banque mondiale ont ralenti leur décaissement, exigeant plus de transparence sur l'usage des fonds. Certains pays européens, inquiets du soutien militaire de Kigali à la rébellion du M23, ont suspendu leur programme d'aide. Face à cette asphyxie progressive, Kagame n'a qu'une option: faire payer son peuple. Les obligations de 10 milliards de francs rwandais, offertes à 11% d'intérêt annuel, sont présentées comme une opportunité d'investissement patriotique. En réalité, c'est un mécanisme de survie budgétaire. La BNR appelle les citoyens, les entreprises et les banques à prêter à l'État, promettant un retour sûr et garanti. Mais quelle garantie réelle peut offrir un régime dont la stabilité dépend de la guerre et de la peur? Ces obligations ne sont pas un signe de prospérité, mais le symptôme d'une tension. Kigali n'arrive plus à financer seul son appareil d'État. L'endettement intérieur, qui atteignait déjà près de 70% du PIB avant 2024, risque d'exploser. Car cette émission n'est pas isolée. Le Rwanda met sur le marché de nouvelles obligations chaque mois, officiellement pour stimuler l'épargne et développer le marché financier domestique. En vérité, c'est une fuite en avant. On emprunte pour rembourser les anciens emprunts, on refinance la dette avec plus de dettes, comme un ménage surendetté qui multiplie les crédits pour garder la tête hors de l'eau. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette précipitation à émettre 10 milliards supplémentaires? Parce que les coûts militaires explosent, tout simplement. L'implication du Rwanda dans le conflit congolais, dissimulé sous les slogans de sécurité régionale ou de lutte contre les FDLR, a englouti les réserves de change, réduit les marges de manœuvre budgétaires et mis sous tension la monnaie nationale. L'inflation grimpe, les importations se raréfinent et les ménages ressentent déjà le choc. Prix du carburant, des denrées, des loyers, tout augmente. Pendant ce temps, le régime dépense sans compter pour entretenir ses réseaux d'influence, acheter des armes et financer sa diplomatie parallèle. L'argent public, au lieu de soutenir les hôpitaux ou les écoles, sert à alimenter une guerre inutile qui détruit la stabilité régionale. Et lorsque les caisses sont vides, on se tourne vers le marché intérieur, vers les petits épargnants, vers les fonctionnaires qu'on invite patriotiquement à prêter à l'État. Voilà la nouvelle équation. Le peuple prête à un pouvoir qui lui impose l'austérité. Kagame, stratège militaire redouté, se retrouve désormais confronté à une bataille d'un autre genre, la guerre financière. Son économie, bâtie sur le marketing politique et la dépendance à l'aide étrangère, ne résiste plus à l'usure du temps ni au poids des ambitions régionales. La Rwanda Development Board continue de vanter la stabilité macroéconomique et l'attractivité du pays, mais les chiffres officiels montrent un endettement croissant, un déficit commercial structurel et une balance des paiements fragile. L'émission obligataire de novembre 2025 à 11% d'intérêt en dit long. Pour attirer des investisseurs, Kigali doit désormais offrir des rendements très élevés. C'est le signe d'un risque accru. Plus le taux monte, plus la confiance baisse. À titre de comparaison, les économies stables de la région, comme la Tanzanie ou le Kenya, empruntent à des taux inférieurs à 8%. Le Rwanda, lui, doit séduire à 11%. C'est le prix de la guerre, le prix du silence médiatique, le prix d'un modèle autoritaire qui s'épuise. Les partisans du régime parleront d'un choix souverain, d'une stratégie financière moderne. Mais le fait est là. Le pays vit au-dessus de ses moyens. Il dépense plus qu'il ne produit, combat sur plusieurs fronts et refuse d'admettre que sa militarisation croissante est un fardeau qu'il ne peut plus soutenir. Le budget 2025 montre une baisse des investissements publics non militaires, une contraction des dépenses sociales et une hausse des fonds alloués à la sécurité nationale. Les signaux d'alerte
se multiplient. Les exportations, café, thé, tourisme, minerais, ne suffisent plus à compenser les dépenses. Les transferts de la diaspora stagnent, et même les fameux partenariats publics-privés vantés par Kigali ne parviennent plus à mobiliser les capitaux espérés. Dans les rues de Kigali, la vitrine brillante dissimule mal la réalité. Les jeunes chômeurs augmentent, les petites entreprises ferment, les prix s'envolent. Le rêve du Singapour africain s'effrite. C'est dans ce contexte que Paul Kagame, fidèle à son habitude, tente de transformer la dette en arme politique. Il présente les obligations d'État comme un acte de patriotisme, une preuve de confiance envers la nation. Mais les Rwandais ne s'y trompent pas. Beaucoup y voient un moyen détourné de financer les guerres que personne n'a votées, ni au Parlement, ni dans la rue. Le discours officiel parle de vision 2050. La réalité, elle, parle de survie 2025. Et ce n'est pas seulement une question économique, c'est aussi une question morale. Comment un gouvernement qui prétend œuvrer pour le développement peut-il justifier d'investir des milliards dans la guerre, tout en demandant à son peuple de se sacrifier? Comment expliquer à un paysan de Gisenyi ou à une vendeuse de Nyabugogo que son épargne servira à acheter des munitions pour le M23 plutôt qu'à construire un dispensaire? Voilà le drame du Rwanda contemporain. Une économie prisonnière d'une idéologie de puissance. Au-delà des chiffres, il y a une vérité politique. Le système Kagame atteint ses limites. Pendant 2 décennies, il a reposé sur un double pilier, la peur et l'argent. La peur pour neutraliser l'opposition, l'argent pour acheter le silence des partenaires internationaux. Mais quand l'argent manque, la peur ne suffit plus. La légitimité du régime s'érode, lentement, mais sûrement. Le Rwanda n'est pas seulement endetté financièrement, il est endetté moralement, diplomatiquement, historiquement. Chaque obligation émise aujourd'hui est un rappel que la guerre a un coût. Chaque franc collecté auprès des citoyens est une dette contractée envers leur avenir. Et cet avenir s'assombrit à mesure que le régime s'enfonce dans la logique du « toujours plus ». Plus d'armes, plus de contrôle, plus de dettes. Le contraste avec le Congo est saisissant. Tandis que Kinshasa investit dans des infrastructures, dans la formation des Wazalendo et dans la diplomatie de paix, Kigali s'enferme dans un militarisme qui le ruine. Le président Tshisekedi, malgré les défis, tente de bâtir une économie de reconstruction. Kagame, lui, construit une économie de guerre. Mais l'histoire est implacable. Aucune économie ne survit longtemps à la guerre permanente. Même les puissances les plus solides ont fini par plier sous le poids des dépenses militaires et des dettes cumulées. Le Rwanda, avec un PIB inférieur à 15 milliards de dollars, ne peut indéfiniment financer une armée d'occupation et une diplomatie expansionniste. La nouvelle émission d'obligations est un signal d'alarme, un SOS financier camouflé en annonce patriotique. L'heure est venue de regarder la réalité en face. La propagande peut maquiller les chiffres, mais elle ne peut pas cacher l'essoufflement d'un système. Kagame, l'homme fort de Kigali, découvre qu'on ne gouverne pas éternellement par la peur ni par la dette. Et si hier, il faisait trembler la région par les armes, demain, il pourrait être rattrapé par ses propres créanciers. Le Rwanda a bâti sa réputation sur la discipline, la planification et l'image. Mais derrière la façade d'un État moderne se cache une économie qui s'épuise, un régime qui s'endette et un peuple qui s'appauvrit. Le cycle de la dette commence toujours par la promesse de prospérité et se termine par la perte de souveraineté. Et c'est là toute la tragédie de Kagame, lui qui prétend défendre la souveraineté rwandaise, la brade désormais au marché financier
à 11% d'intérêt pour continuer des guerres qu'aucun peuple digne n'aurait voulu financer.